le Toxicrine. Alors, je dois avouer que j'ai absolument rien vu de ses règles. Alors, il est en du 8, donc il doit avoir le même body que le Toxicrine en du 8, 15 PV, save à 3+. Ah, il a 12 attaques par contre. Ah, alors il a le Massive Toxic Lash. Donc c'est force utilisateur, force 7, PA-2, dégâts 1. À chaque fois qu'il attaque, fait des attaques avec cette arme contre des unités qui ne sont pas véhicules ou titaniques. Il blesse tout le temps sur 2+, et l'autre profil, c'est la même chose. Ah oui, non, c'est au shooting, ça fait un peu comme un lance-flamme. Ouais, bon, déjà, c'est bien d'avoir 12 attaques, mais quand t'es que dégâts 1, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible, parce qu'il est vraiment que force utilisateur, donc force 7, PA-2, dégâts 1. Même s'il blesse tout le temps sur 2+, c'est pas fifou. Une fois par tour, quand une unité ennemie en excluant les aircraft sont à portée d'engagement. Ok, il empêche le fallback sur un 3+, là où les Venom Trop le font sur un 3+, aussi. Et en plus, ils mettent une blessure mortelle. Mais on ajoute un au G si l'unité que l'on cible a le mot-clé infanterie. Ok, on a Shaking Spore en aura, 3+ de ce modèle. Ouais, il fait le -1 pour être touché, ok. Il n'a pas d'invue à 4 pour le moment. Hyper toxique miasme au début de la phase de combat. Et d'engagement sur 4+, s'il inflige des 3 blessures mortelles et il fight last. Ouais, la seule différence avec les... En fait, les Venom Traps sont juste genre meilleurs. Il coûte combien de points? Ah non, c'est pas ici, il faut que j'aille. Toxicrine, il coûte... Toxicrine... coûte 150 points. En fait, pour moins cher, vous avez 3 Venom Trop. C'est 70, 105 points les 3 Venom Trop. Vous avez, je crois que c'est 5 PV aussi, le Venom Trop maintenant. Le Venom Trop non, c'est 4 PV, donc 4 x 3, 12. 105 plus 35, 140. Donc pour 10 points de moins, vous avez 1 point de vie de plus. Et vous faites le fight là sur un 3+, et pas sur un 4+. Donc clairement, pour moi, le Venom Trop est bien plus intéressant que le Toxicrine. Mais 45 fois mieux, quoi. Le Venom Trop bouge autant. Le Venom Trop, il fait aussi le -1 pour être touché, sauf pour les figurines titaniques, là où le Toxicrine l'offre aussi aux unités titaniques. Le Venom Trop empêche aussi le fallback, mais sur un 4+, c'est pas sur un 3+, et ils ont pas le bonus contre l'infanterie. Mais je crois que le Venom Trop, il peut le faire contre tout. Enfin, il a pas... Ah non, il peut pas le faire contre les monstres et les véhicules. Ouais, c'est la petite différence. Mais c'est pas vraiment pour ça qu'on prend le -1. Puis par contre, les Venom Trop font le fight last sur 3+, et non pas sur 4+. Bon, ok, ils mettent qu'une seule mortelle, mais je préfère fight last sur 3+, que sur 4+, par rapport au Toxicrine. Donc ouais, clairement, pour moi, le Toxicrine, il est trash tier. Après, qu'est-ce qu'il pourrait prendre comme amélioration? Il pourrait prendre l'invue à 4, parce que déjà, c'est ce qui lui manque. À la rigueur, parce qu'il a 0 invue par rapport au Malceptor qui a invue à 4+, parce qu'il a la barrière psychique. Donc voilà, on pourrait lui mettre le Dermic Symbiosis, mais du coup, ça augmente son prix de 25 points. Donc il sera à 175 points. L'enragé de réserve ne sert à rien. L'ordonnée de biologie, pareil. Précognitive Sensia. Ouais, on pourrait lui mettre Fight First à la rigueur, mais c'est pas fou. Théorique Inversion, on s'en fout. Est-ce qu'il est Synapse? Est-ce qu'il est Synapse? J'ai pas de check s'il était Synapse. Il n'est absolument pas Synapse, donc on pourrait le mettre Synapse. Non, mais oui, non, mais le Toxicrine, il pue la mort, quoi. Il est nul. Ah, il est nul. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a le Synapse. Munition vorace, ça sert à rien parce qu'il a pas d'arme. S'il a une petite arme de tir, mais qui a une portée de 8 pouces. Et l'autre, c'est Whip Coil. C'est d'engagement. Si une figurine est sectionnée pour battre en retraite, on lance un D6 et sur 2+, l'unité subit des 3 blessures mortelles. À la rigueur, ça peut peut-être entrer en combo avec sa capacité d'anti-fallback. Parce que, en fait, là, les mortels que vous faites, c'est lorsque la figurine est sélectionnée pour battre en retraite. Donc d'abord, vous lui mettez les mortels. Et ensuite, this model. Enfin non, this model, c'est Toxicrine. Donc à chaque fois qu'une unité ennemie cherche à fallback, d'abord vous faites ça, et ensuite vous faites votre jet pour voir s'il arrive à se désengager. Je vais relire un peu le Toxicrine là-dessus. C'est là. Selected to fallback. Donc en fait les deux effets se compilent. Ensuite, soit d'abord vous ferez votre jet pour l'empêcher de fallback, et puis après les mortels. Soit si c'est votre tour, vous pourrez faire l'inverse, d'abord mettre les mortels et déterminer ensuite si le fallback. Voilà, franchement c'est pas ouf, hein. Je trouve le Trigon bien plus intéressant. Salut Babelben, je trouve le Trigon bien plus intéressant.
Donc déjà qu'on a mis le Trigon dans le trash tier pour l'instant. Alors le Trigon, je sais qu'on hésite à le mettre tier 3, ça, je m'en souviens. Mais clairement, si le Trigon est trash tier, le Toxicrine est à droite, hein, dans le trash tier. Et je rappelle pour ceux qui n'étaient pas présents hier, au niveau de la tier list, on va dire qu'en fonction de chaque tier, l'unité qui est la plus à gauche, c'est celle qu'on estime être plus intéressante que les autres qui sont situées à droite. En fait, il y a un ordre décroissant d'intérêt de la gauche vers la droite. C'est pour ça qu'en tier 2, par exemple, on a mis les gargouilles avant le Tyrannid Prime et le Broodlord, parce qu'en fait, la gargouille, peu importe la liste que vous jouez, elle sera très utile pour le scoring. Là où le Tyrannid Prime et le Broodlord va dépendre un peu de pas de la philosophie, mais de l'intention lors de la construction de votre liste. Si vous faites une liste très agressive en mêlée, le Broodlord sera plus intéressant. Et si vous faites une liste, on va dire, plutôt polyvalente, le Tyrannid Prime sera intéressant. Et par sa polyvalence, on l'a mis juste avant le Broodlord. On a mis les Ormagant, ensuite après le Broodlord, mais avant All One Eyes, parce que l'Ormagant peut se caser dans potentiellement plus de listes que le vieux Borgne. Voilà, donc pour vous redonner un petit peu la chronologie un peu de... Enfin non, pas la chronologie, le système un peu de notre tier list. On a créé un tiers hier spécifique ici pour des listes vraiment très spécifiques. Et pour l'instant, on l'a attribué au Tervigon et au Termagant. Parce que clairement, l'unité de Termagant en soi est moins intéressante que la gargouille, les guerriers tyrannides ou les Ormagant, mais devient très intéressant quand on commence à construire une liste où on va spammer les Gaunt avec, je sais pas, je disais hier, genre une liste avec 2 Tervigons et 60 ou 90 Termagant, où là ça peut devenir rapidement relou pour l'adversaire d'affronter ce genre de liste. Donc ok, le Toxicrine, oui bah écoutez, moi je le placerai à droite. Je trouve le Trigon de base plus intéressant. Comme moi le Trigon est dégâts 2 déjà sur ses blessures, sur ses armes de cake. Le tir en garde, alors ils sont là mes petits tirs en garde. Alors tir en garde, je les mettrai pas tier 1, parce qu'on peut s'en passer. Je m'explique. Bon, déjà en termes de profil, hein, ils ont été grandement améliorés. On passe du Nordus 5 en V8 à Nordus 6. Donc déjà en termes de palier de blessure, toutes les forces 5 vont blesser sur 5+. On gagne un point de vie, donc voilà, si on doit encaisser des dégâts, parce que le problème en fait des Hiveguard et des tirs en garde, en 8ème édition, c'est qu'ils étaient qu'endurance 5, donc, et 3 points de vie, ce qui faisait que les Manticores qui étaient force 10, dégâts flat 3 via le tank case full payload, vous blessiez ces gardes, ces gardes sur du 2+, et pour chaque sauvegarde ratée, c'était un garde en moins, genre net. Sachant qu'une Manticore ça a 2 DC tirs, que ça peut reroller 1 pour toucher, enfin bref, c'est assez pénible. Donc du coup là on voit bien que endurance 6 ça fait passer le palier de blessure de la Manticore à 3+, et les 4 points de vie, il vous faut 2 blessures de Manticore maintenant pour sécher un Hiveguard ou un tir en garde. Et en plus on est passé pour la version tir en garde, une sauvegarde à 2+, ce qui fait que vu qu'il est infantry dans un light cover, enfin dans un décor avec light cover, vous gagnez le couvert léger, donc vous passez sur une sauvegarde à 1+. Donc tout de suite, si on cherche à tirer avec des manticores dessus, PA-2, donc de sauvegarde à 1+, vous passez à 3+. Vous êtes blessé sur 3+, aussi, il faut 2 blessures, sachant que vous avez des sauvegardes à 3+. Voilà, on commence à voir que le tir en garde, en fait, ça encaisse bien. Et on peut, vous le verrez, là je vous tease, mais normalement le rapport de bataille avec Grim, Jolo et Manix devrait sortir le lundi 11 avril. Donc je vois si YouTube a le temps de faire d'ici là le traitement en haute définition. Normalement oui, il ne devrait pas y avoir de souci. Donc normalement le 11, la vidéo sort sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, si c'est pas déjà fait. Et donc, en fait, avec les Hive Tyrans, on peut se permettre des moves assez forts. Par exemple, on envoie notre Hive Tyran détruire une unité en phase de combat. Et une fois qu'il n'a plus personne à portée d'engagement, vous pouvez, pour un PC, c'est Overrun, le stratagème, faire un mouvement normal avec votre Hive Tyran, ailé. Vous lui faites faire un normal move en direction de votre tir en garde, et puis avec pas l'aura, mais la range de 3 pouces de leur règle de garde du corps, vous pouvez empêcher votre adversaire en fait de tirer sur votre Hive Tyran. Et rien que cette forme de catapultage
pour ensuite revenir chez vous tranquillement, pépouze, c'est extrêmement fort. Mais il y a des listes qui peuvent s'en passer. Notamment les listes avec un bataillon peuvent clairement s'en passer. Alors, je dis pas que ça sert à rien de les jouer, non, c'est toujours utile pour sauvegarder sa ressource de Hive Tyran. Si jamais on les joue pas, bah faut jouer un peu plus safe. Donc, enfin voilà, ça donne moins de marge d'erreur si on ne joue si on joue justement les tirs en garde. Donc du coup, moi je les mettrais plutôt tier 2. Je les mettrais peut-être là. Non, plutôt ici. Parce que autant un Tyrannid Prime et un Broodlord, potentiellement on peut, je pense, s'en passer dans une liste. Là où les gargouilles, j'estime que ça doit être joué. Donc je me dis tier 2, puisque c'est une unité qui n'est pas obligée d'être présente dans toutes les listes, mais particulièrement dans les listes à double patrouille, parce que vous allez jouer 2 Hive Tyrans. Donc du coup, bah, vous allez protéger 2 grosses ressources bien burnées, qui peuvent mettre une pression assez exécrable sur l'adversaire. D'autant plus si vous jouez 2 Hive Tyrans à pied, bon, même si on l'a mis tier 3 avec le Swarmlord, le Hive Tyran à pied, si vous jouez full tir, etc., pour éviter de vous prendre des tirs en retour, bah, vous pouvez jouer 3 Hive Guard derrière pour dire bah non, faudra que tu viennes chercher mes Hive Tyrans à pied corps à corps. Donc je pense que ouais, tier 2, pour l'instant deuxième position, juste après les gargouilles, sous prétexte que les gargouilles, justement, peuvent être jouées dans toutes les listes. De manière assez simple, hein, ça coûte 80 points, les 10 gargouilles. 160 points, vous en avez 20, enfin 2 escouades, et j'expliquais hier que justement, vous pouvez faire les Nash Moon Data pendant que vous mettez une deuxième en réserve, et puis vous faites une unité sur 2 pour valider les autres Nash Moon Data. Donc c'est pour ça vraiment, l'unité de gargouille est une unité très très forte pour le scoring. Et les tirs en garde peuvent ne pas du tout être joués si vous jouez un bataillon avec un seul Hive Tyran, comme vous pouvez les jouer s'il vous reste des points. Parce qu'on est quand même sur 120 points les 3. Alors c'est cher, mais pas trop cher. C'est-à-dire que pour toute leur capacité, c'est pas si cher. Au niveau des capacités, bon déjà, ils peuvent prendre aucun slot dans votre détachement à partir du moment où vous avez un tir un Hive Tyran. Donc si vous avez un Hive Tyran, vous pouvez prendre une unité de tir en garde en no slot. Donc ça en termes de building, c'est très intéressant. Bon, vous êtes garde du corps à 3 pouces pour les tyrans. Et l'autre particularité, si jamais votre adversaire arrive à venir vous chercher au CAC, les tirs en garde ont une capacité qui leur améliore d'un point leur caractéristique d'attaque lorsqu'ils sont à 3 pouces d'un Hive Tyran. Sachant que c'est des gus quand même qui ont une arme de CAC, bon, certes dégâts 1, mais force plus 1, PA-4, dégâts 1. Et quand vous avez un profil à 3 attaques, 4 attaques parce que vous êtes à côté de votre tyran, 4 x 3, 12 attaques qui vont toucher à 3+, force 6, PA-4, dégâts 1, faut pas envoyer n'importe qui contre eux. Sinon, ils ont des Sizing Talons qui leur donnent plus d'une attaque. Donc en gros, ils ont quoi? Ils ont 2 Rending Claw, 2 Sizing Talons, donc ça fait 4 attaques de Rending Claw et 2 attaques de Sizing Talons. Si vous voulez, mais il me semble que ça vous fait des points en plus quand même. C'est pas gratos, tir en garde. Ouais, les Crushing Claws, c'est 10 points par figurine, donc vous augmentez potentiellement de 3 points si vous le mettez sur chacun des tirs en garde. Pour mettre des Crushing Claws, où là vous serez force 8, PA-3, dégâts 2. Là ça commence à déconner beaucoup moins. Mais vu que c'est une unité qui va rester fond de cours pour protéger, pour profiter des 3 pouces de bodyguard pour vos Hive Tyrans, pour moi ça sert à rien de leur mettre des Crushing Claws. Parce que déjà de base, venir les chercher avec 4 attaques, force 6, PA-4, dégâts 1, plus 2 attaques de force 5, PA-1, dégâts 1, relou. Ok. Donc voilà pour les tirs en garde. Pour moi, tiers 2, deuxième position à l'heure actuelle. On va passer au Lictor. Alors, le Lictor et au Death Sleeper, donc c'est quoi? C'est la mort bondissante, le Death Sleeper? Le Lictor. Alors, le Lictor, c'est lui le Lictor, et ça c'est la mort bondissante. Déjà en termes de profil, on a gagné pas mal de choses. Alors, on va regarder un peu l'ancien profil du Lictor. Non, ça c'est le Molceptor, un Lictor. On était sur un mouvement 9, il est passé à mouvement 10, il a toujours une CC à 2+, par contre il a une CT à 6+. Force 7, donc petit plus 1, endurance 5, 5 points de vie, 6 attaques, hein, on a doublé le profil d'attaque, commandement 8, sauvegarde à 4+. Donc on a même une amélioration de la sauvegarde à 5, de 5+ à 4+. Il va coûter 37 points, il doit coûter un peu plus cher, peut-être 40 ou 45. Lictor, 70 points. Ouf.
Oui, si, quand même. Il est un peu cher. Il est un peu cher. En termes d'armes de corps à corps, il a le Lictor Claws and Talon, donc c'est force utilisateur force 7, ce qui est correct. PA-3 dégâts 2, donc c'est plutôt bien. Il est équipé de flèches hook, donc il peut passer à travers les containers sur les layouts WTC. En termes de capacité, là ça va être intéressant. Il a le Caméléonic Skin, donc à chaque fois, de toute manière qu'on fera une attaque contre lui, on a -1 pour toucher, aussi bien au tir qu'au corps à corps. Quand il reçoit le bénéfice du couvert, il ne peut pas être sélectionné comme la cible d'une attaque à distance à moins d'être à 12 pouces ou moins de lui. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très très fort. Parce que évidemment, sur les layouts WTC, il y a énormément de couverts, que ce soit des couverts denses, des light covers, etc. Alors le couvert dense, ça marchera pas, il me semble, en termes de wording, c'est vraiment spécifié à la light cover. Mais par exemple, les ventilations, ça marche. Les ruines, ça marche. Et donc, du coup, à partir de là, bah, si votre adversaire ne peut pas vous cibler parce qu'il n'est pas à 12 pouces ou moins, bah, c'est une ressource, en fait, qu'il faudra venir forcément chercher au corps à corps. Et même si vous êtes à 12 pouces ou moins, c'est que vous pouvez charger le lictor, donc le lictor est en mauvaise posture. Mais si vous n'êtes pas dans les 12 pouces, avec son mouvement 10, le lictor, si vous êtes par exemple à 14 pouces, vous ne pouvez pas le cibler quand même, le lictor, bah lui il bouge de 10, donc ça veut dire qu'il réduit la distance de charge de 10 pouces, évidemment. Et derrière, c'est quand même 6 patates de force 7, PA-3 dégâts 2, qui touchent à 2+. Donc on a quand même une petite unité qui encaisse quand même pas mal, parce qu'on lui fournit aussi une invulnérable à 5+. Hein. Le Caméléonic Skin, c'est ça. Donc un vue à 5, 5 points de vie, endurance 5, 6 attaques, 2+, PA-3, dégâts 2. Donc faut vraiment faire attention, hein, ça te déchiquete des petites unités de scoring très facilement. Derrière, il a la rapidité inhumaine, donc à chaque fois qu'il combat contre une figurine qui a portée d'engagement, il gagne la règle de Fight First. Ça aussi, c'est pas mal, ça vous évitera, une fois que votre adversaire a activé une unité, bah, de devoir payer le stratagème contre-offensif pour 2 points de com afin d'activer une de vos unités. Vous pourrez directement activer votre lictor. Et enfin, on a Hidden Hunter. Durant le déploiement, vous pouvez le mettre, vous pouvez le cacher plutôt que de le mettre sur le champ de bataille. Et il arrive à l'étape de renfort d'une de vos phases de mouvement. Et en fait, il doit être setup entièrement à 6 pouces de n'importe quel bord de table ou de n'importe quelle zone de terrain. Et évidemment à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie, ou à plus de 6 pouces de toute figurine ennemie si cette figurine est setup entièrement dans votre zone de déploiement. Et jusqu'à la fin du tour, vous pouvez relancer votre jet de charge. Et ça, c'est intéressant. Parce que du coup, vous allez pouvoir le mettre en... C'est très intéressant, ça. C'est en fait ce que vous allez pouvoir faire. Alors, autant vous n'allez pas contrer tout ce qui est... Nashmoon Data, Deployer, etc. Parce que du coup, c'est à votre tour hein, que vous faites votre FEP. Mais ça veut dire que des armées comme le Cult Genestealers qui a tendance en fait à venir chez vous, dans votre zone de déploiement pour faire ses scorings, particulièrement avec son unité qui est capable de FEP à 3 pouces de chez vous, va pouvoir FEP à 6 pouces de lui, par un peu plus de 6 pouces, donc ça fait quand même une charge à 6. Une charge à 6, ça se réussit beaucoup plus facilement qu'une charge à 9. Donc en fait, le Lictor, même si c'est une figurine unique et vous ne pourrez pas engage on all front avec, vous pourrez pas, ou en tout cas vous aurez du mal, parce que vous aurez une chance sur 6 de réussir votre Nashmoon Data avec, hein, donc autant vous dire que ça ne sert à rien. Pareil, il ne pourra pas faire votre engage on all front, mais par contre, pour défoncer en fait des unités qui s'infiltreraient chez vous pour réaliser certains objectifs secondaires, bah, le Lictor est peut-être une bonne réponse. Alors, évidemment, ça ne marche pas sur les deployers ou Nashmoon Data parce que c'est du scoring qui se valide à la fin du tour de votre adversaire, à la fin du tour du joueur, il le fait. Donc évidemment, c'est pas un contre. Mais vous pouvez empêcher votre adversaire, par exemple, de prendre l'objectif qui est du côté de votre zone de déploiement. Si vous avez un objectif qui est à moitié dans votre zone de déploiement, que votre adversaire le contrôle, bah, vu que vous le faites pop dans votre zone de déploiement et à 6 pouces de toute figurine ennemie, j'ai pas lancé Steam, je vous aurais montré. Allez, si. Je vais lancer Steam, je vais vous montrer un peu le principe.
Vous verrez à quel point c'est très intéressant. Le petit Steam Guard. Ok, je vais lancer hop, Tabletop. Allez, Tabletop. On est parti. Est-ce que c'est ouvert? Encore ouvert. Voilà. Tac, capture de jeu. Je vais vous enlever cette fenêtre pour le moment. Là, on lance TTS. Hop, ah oui, ça vous fait un petit écran noir. Allez, hop, tac, single player. On va mettre la table. Hop. N'hésitez pas, hein, si vous voulez savoir comment on joue sur Tabletop Simulator, sur ma chaîne YouTube, vous fouillez un peu, vous allez trouver un tuto. On va mettre une petite table, peu importe. Tiens, hop, tac, pouf, paf, pif, tac, tac. Voilà, on confirme. Alors, voilà, typiquement, ce genre d'objectif. On va prendre quoi? Allez, hop, ça. Un Space Marine qui est ici, qui tient l'objet. On est d'accord, patati patata. On va prendre quoi comme lecteur? Tiens, on va prendre ça, un guerrier. On s'en fiche. Et bien du coup, quand on commence à mesurer les 6 pouces, on arrive ici. Mais vu que vous allez chercher à vous mettre dans la zone de déploiement, donc ça veut dire que vous pouvez venir ici. Vous pouvez clairement venir, on va enlever tout ça. Vous pouvez clairement, vu que vous êtes dans votre zone de déploiement, vous pouvez clairement venir à moins de 9 pouces parce que vous êtes dans votre zone de déploiement. Comme ça qu'ils le mettent. Hein. C'est à 6 pouces de n'importe quel bord de table ou de n'importe quel terrain. Donc on est en plus ici dans un terrain. Et à 9 pouces de toute figurine ennemie ou à plus de 6 pouces des figurines ennemies si la figurine est setup entièrement dans votre zone de déploiement. Et vu que là vous êtes entièrement dans votre zone de déploiement, vous pouvez très bien vous mettre à moins de 9 pouces d'une figurine ennemie. Là en l'occurrence on est genre à 7,5, donc là on a une charge à 7. Sachant que vous êtes une charge reroll, vous pouvez la relancer. Et donc, on s'aperçoit qu'avec cette mécanique, si jamais l'adversaire vient vous agresser en fait sur vos objets chez vous, voilà, si par exemple, même au milieu, bah, petit à petit, on se rend compte qu'il suffit vraiment d'être à 6 pouces. Parce que souvent, il y a un décor qui est pas très loin sur toutes les tables WTC. Et donc déjà, rien que d'un point de vue défensif, en ayant au moins un lictor de son côté, on se dit, bah, de toute manière, cet objectif-là à gauche, je vais pas le délaisser, mais je vais y investir moins de ressources parce que je sais qu'à un moment donné, à partir du tour 2, je vais pouvoir faire venir mon lictor pour pouvoir charger chez lui. Enfin, pour pouvoir charger sur cet objectif. Alors certes, le lictor n'est pas un super OP, donc clairement, s'il n'est pas capable de détruire l'unité super OP sur l'objectif, votre plan tombe à l'eau. Mais on s'aperçoit quand même qu'en termes de FEP, c'est très très viable. Voilà, j'ai pris un guerrier tyrannide parce que j'avais pas de lecteur dans ma banque d'images. Mais c'est ainsi qu'il faut le comprendre. Sachant qu'il y a aussi des stratagèmes qui permettent de fiabiliser vos charges. Life Tendril, tir en garde, lictor. Le Invisible Hunter, celui-là c'est lequel? Utilisez le stratagème à la fin de votre tour, sélectionnez une figurine lictor de votre armée qui n'a pas été setup sur le champ de bataille à ce tour, vous retirez du champ de bataille et pourra réapparaître entièrement à 9 pouces d'un bord de table et 9 pouces de n'importe quelle figurine ennemie. Ouais, non, c'est pas intéressant le Invisible Hunter, parce qu'en fait, vous avez déjà un stratagème qui permet de mettre une unité en réserve. Dans ce cas-là, vous réutilisez la règle du lictor. Je vais vous chercher ça. Est-ce qu'il est borrower, le lictor? Je crois pas. Il est Flèche Hook et Feeder. Flèche Hook et Feeder Tendril. Je regarde un peu les stratagèmes, parce qu'il me semble qu'il y a un stratagème qui donne un +3 de charge avec. Donc c'est celui-ci que j'essaie de, de trouver. Synapse Borrower non, Endless Multitude non, Sportcaster non, Toxic Ring non, Acid Blood, Gargoyle, Flèche Hook. Pour avoir un plus un pour toucher. Flash Whip Toxic, Acid Maw, Monster. Il est où ce stratagème avec un +3 à la charge, je crois, ou un +2, je sais plus. Je le cherche et je vous redirai. C'est l'Advance des Ormagaunt, Lictor c'est pour le setup. Tir en garde, vous pouvez en plus gagner des trucs. Tendril, Rapide Régénération c'est pour se régénérer. Ça, c'est le terrain. Trampling Charge, c'est la Hornet Chitin. Synaptic Legacy. Autre chose, c'est Synaptic Channeling, ça c'est le Power Psy. Lictor. Pheromone Trail. Utilisez ce stratagème à votre phase de charge. Sélectionnez une unité ennemie à 6 pouces
d'un lictor. Ah bah tiens, quand vous faites P dans votre zone de déploiement, potentiellement vous êtes à 6 pouces d'une unité ennemie d'un lictor de votre armée jusqu'à la fin de la phase. À chaque fois qu'une unité amie de votre flotte ruche déclarera une charge sur la cible ennemie, enfin, sur cette cible de l'unité ennemie, vous ajoutez 2 à votre jet de charge. Voilà, donc c'est pas 3, c'est 2, ce qui est déjà bien. C'est-à-dire qu'un lictor, même un lictor qui arrive à 6 pouces d'unité ennemie parce que vous l'avez fait entièrement dans votre zone de déploiement, bah, vous avez une charge à 4 derrière, avec votre lictor ou toute autre unité. C'est pas mal en vrai, c'est vraiment pas mal. Donc attention, hein. Le lictor, même s'il va pas vraiment faire de scoring au final, il a quand même une bonne capacité offensive comme défensive en fonction de la situation. Et il va pouvoir vous débloquer certaines situations. Le lictor, on créerait pas. Est-ce qu'on ne mettrait pas tier 3? Je pense que le vieux Borg peut se mettre beaucoup plus facilement dans des listes qu'un lictor. Parce qu'un lictor va vraiment falloir réfléchir toute la liste. Le lictor, il n'est pas gratuit au final, hein. Il coûte, j'avais dit combien le lictor? Le lictor, il coûte 70 points. 70 points, c'est déjà potentiellement un zoanthrope,5 presque, parce que c'est 50 points le zoanthrope. En fait, le véritable problème du lictor, ça va pas être sa mécanique offensive ou défensive, ça va surtout être son scoring. On voudrait que cette figurine puisse faire du scoring comme à l'époque, avec le CA 2021, où il pouvait faire un engage on all front, et dans ce cas-là, clairement, on l'aurait mis limite tier 1. Vraiment, ce qui lui manque au lictor, c'est la notion de scoring. Je vais check tous ces mots-clés, mais je crois pas qu'il est... Ouais, il est infanterie, il est pas personnage, il est pas psycheur, il est même pas synapse, mais c'est pas trop grave vu que c'est une figurine unique. C'est vraiment... En fait, la notion de scoring, c'est ce qui m'embête un peu. Parce qu'en soi, il a une datasheet qui est excellente, qui est vraiment excellente. Mais le fait qu'il ne soit pas... Parce qu'il aurait été... Bon, de toute façon, ça n'a jamais été un psycheur, mais il aurait été psycheur, il aurait pu faire des actions psychiques. Il est infanterie, vous pouvez le prendre, il peut être intéressant si vous prenez des bannières, clairement. Vous arrivez à choper un petit objet, il est infanterie, paf, il pose sa petite bannière. Ça peut être bien. En termes d'autres secondaires, on va check quand même les différents objectifs secondaires. Alors, objectif secondaire. Bon, assassinat, il peut peut-être aller chercher des personnages si vous voulez gérer là-dessus, mais vous êtes toujours quand même obligé d'être à 9 pouces de toute figurine ennemie, et clairement, assassinat, les personnages ennemis vont être... Il y a peu de chances qu'ils soient proches de votre zone de déploiement. En général, ça va tourner autour de la zone de déploiement ennemie et le No Man's Land, mais rarement chez vous. Ou alors c'est que la partie se passe pas si bien que ça. Ça peut aller chercher du Brigand Dawn en détruisant, parce qu'il est quand même force 7, donc en fonction du monstre ou des véhicules ennemis, ça peut faire des choses. Titan Hunter, bon bah ça on peut oublier. No Prisoner, Grinds and Down, To the Last. Donc sur tous les secondaires qui sont plutôt, on va dire, létaux, il peut être intéressant. Il n'est pas psycheur, donc aux F du Warcraft. En termes de Shadow Opération, bah, il peut pas Nash Moon Data. Il n'est pas troupe. Alors attendez. Alors, si, vous pouvez Nash Moon Data, mais en lançant votre dé, il faudra faire 1. Et donc vous avez une chance sur 6 de le réussir, donc c'est pas intéressant. Le Deploy Homer, je crois que du fait que vous soyez pas, que vous n'ayez pas le rôle de troupe, vous ne validez pas l'objectif secondaire à la fin de votre tour. Mais par contre, du fait que dans sa capacité, si l'adversaire est à plus de 12 pouces, il ne peut pas vous cibler, ça vous permet quand même de pouvoir valider le deploy Homer, même s'il se valide au début de votre prochaine phase de commandement. Mais attention, parce que pour au mieux, enfin pas au mieux, mais au pire, valider le deploy Homer, il faut être à 12 pouces de la zone de déploiement adverse. Donc ça veut dire que déjà au déploiement ennemi, vous êtes dans sa portée où il peut, dans une portée où il peut potentiellement vous cibler. Donc ça veut dire qu'il va vraiment falloir orienter votre létalité sur le coin, en tout cas sur le quart de table où vous souhaitez que votre lictor valide cet objectif. Donc vous voyez que c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Une unité de gargouille fera le taf bien mieux. Donc c'est pour ça des deploy téléporteur bof. L'investigate signal, donc c'est une unité d'infanterie toujours, donc ça c'est bon, mais vous devez contenir 3 figurines ou plus, donc ça marche pas. Pareil avec Engage on all front. Donc en réalité, en dehors des bannières, le lictor est pas terrible, vraiment pas terrible.
Ensuite, en Battlefield Supremacy, donc sur le dernier type, on a le Stranglehold. Pour contrôler un objectif, vu que vous allez faible chez vous à 6 pouces, vous allez pouvoir reprendre potentiellement le contrôle d'un objectif. Pourquoi pas sur les scénarios à 5 objectifs, l'Engage on all front, vous ne pouvez pas le faire, parce qu'il faut être 3 figurines. Vous pouvez potentiellement aller chercher derrière les lignes ennemies. Je regarde s'il y a un minimum de figurines dans l'unité. Non. Donc vous scorez 2 points de victoire si vous avez unité dans la zone de déploiement adverse, entièrement dans la zone de déploiement adverse, et 4 points si vous avez 2 unités. Donc vous pouvez potentiellement, si vous orientez la partie, à mettre 2 lictors dans la zone de déploiement adverse. Autant vous dire, c'est pas simple quand même. Parce que vous devez être à 9 pouces de toute figurine ennemie, à 6 pouces de n'importe quel bord de table, ou à 6 pouces d'un terrain de décor, d'une zone de terrain. Donc behind enemy line, ça peut être jouable. Mais on va dire que le plus simple, ce serait les bannières, du fait que vous pouvez faire à 6 pouces des figurines ennemies lorsque vous êtes entièrement dans votre propre zone de déploiement. Donc en vrai, son profil mérite un tiers 2, mais le fait qu'on ne se baserait que sur son profil, le tiers 2 ok, mais il manque quand même la notion de scoring. Et dans Warhammer 40 000, si en plus d'avoir une bonne stat, de bonnes caractéristiques de profil, si vous êtes vraiment incapable de faire le moindre scoring, c'est mort. C'est vraiment mort. C'est-à-dire que derrière, on le voit bien, hein. Les guerriers tyrannides, c'est du scoring, les gargouilles, c'est du scoring, les Hiveguards, pas les Hiveguards, les tyrans-gardes, du fait qu'ils protègent votre tyran que vous pouvez envoyer puis faire revenir avec un PC et le protéger, et protéger une grosse ressource. Derrière, ils sont quand même infanterie. S'ils veulent mettre une bannière sur un objectif qui est derrière un obscurant, vous pouvez le faire. Enfin, là-dessus, ils peuvent contrôler un objet tranquillement pendant qu'ils protègent le Hive Tyran. Donc, il y a une notion de scoring derrière. Alors que le Lictor, vu son profil, on a plutôt envie qu'il soit vraiment offensif. Ou défensif, mais vraiment l'objectif c'est de l'envoyer chez l'ennemi, de scorer. Et on voit que de ce côté-là, vous pouvez facilement l'envoyer chez l'ennemi sans souci, il a un bon profil pour combattre. Mais en termes de scoring, il fait pas grand-chose en termes d'objectifs secondaires. Il y a des objectifs secondaires létaux qu'il va pouvoir faire, mais les autres secondaires qui demandent, qui permet de scorer tout en étant chez l'adversaire, c'est là où on s'aperçoit qu'il n'y en a aucun en dehors des létaux. Puis les létaux sont assez spécifiques. C'est-à-dire que si vous l'envoyez chez l'adversaire, du coup vous êtes à moins de 12 pouces, donc votre adversaire peut répondre en le ciblant, parce qu'il est à 12 pouces ou moins, enfin... Voilà, on voit en fait dans la mécanique, il a une bonne mécanique défensive, qui est très très forte, très solide. Il sera vraiment le plus optimal à être utilisé pour vous défendre chez vous, plus que de réellement porter l'attaque chez l'adversaire. Et c'est pour ça que du coup, je le mets plutôt tier 3 devant le Hive Tyran à pied et le Swarmlord, parce que justement, il a ce côté en fait défensif et scoring défensif via les bannières potentiellement, de vous assurer en fait du contrôle de primaire et un petit peu de scoring au secondaire. Le Death Sleeper. Alors, le Death Sleeper, c'est un espèce de lictor amélioré. Donc, en termes de statistiques, il gagne juste un point de vie. Il monte à. Non. Ouais, il gagne un point de vie. Il monte à 7 points de vie au lieu de 5 et à 7 attaques au lieu de 6. Il a la même arme de mêlée. Il a les flèches hook. Il a la Cameloning Skin supérieure. La seule différence avec le lictor, c'est qu'il a une invue à 4+, au lieu de 5+. Sinon, c'est la même chose. Il a une aura, c'est It's Out There. Donc, quand une unité ennemie est à 6 pouces de cette figurine, l'unité ennemie ne peut pas performer d'action. Là, on commence à voir quelque chose. Par contre, ils ne nous disent pas, entre parenthèses, si l'unité ennemie est déjà en train de faire une action, alors celle-ci rate. Vu qu'ils ne nous mettent pas cette précision, ça veut dire que vous ne pouvez pas interrompre une action en cours avec le Death Sleeper. En tout cas, via cette capacité. Derrière, il a Inhuman Swift, donc il gagne le Fight First aussi. Il a le Fear of the Unseen. Donc quand une unité ennemie est à portée d'engagement de cette figurine, cette unité ne peut pas être sélectionnée par un stratagème de votre adversaire. Et cette unité ne peut pas être... Attendez. That unit cannot be selected for stratagem used by your opponent, and that unity cannot be affected by stratagem used by your opponent when unity is selected to shoot or fight. Donc vous avez aussi une espèce de protection contre les stratagèmes ennemis.
À quoi on pourrait penser? Bah déjà, ça empêche. C'est très fort parce que. Ah oui, non, non, c'est ultra fort. En fait, si c'est à votre tour. Vous chargez l'unité ennemie. Je vais vous donner un petit exemple avec TTS. On retrouve, hop, ici on a une unité, ici on en a une autre. Voilà. Admettons, patati patata. Hop, vous faites 2 charges. D'accord. Alors ce qui se passe, c'est que ici, à gauche, c'est le Lictor. Enfin, c'est le Death Sleeper contre une unité X. Et là, vous avez un guerrier tyrannide contre une unité X. Vous avez chargé, vous avez le Fight First. Ce que vous allez faire, vous allez d'abord commencer par utiliser votre unité de guerrier tyrannide contre cette unité-là adverse. Pourquoi? Parce que normalement, on pourrait se dire, bah non, c'est dangereux parce que ici, il pourrait utiliser le stratagème de contre-offensive pour 2 points de com et attaquer le Death Sleeper avec son unité. Sauf que là, c'est pas possible parce que justement, à cause de Fear of the Unseen, votre adversaire ne peut pas utiliser de stratagème pour votre unité quand elle est à portée d'engagement de votre Death Sleeper. Donc du coup, c'est pas réellement un fight last que vous infligez, mais c'est presque tout comme. C'est-à-dire que vu que vos unités ont chargé, et du coup vous allez d'abord activer vos guerriers tyrannides pour taper dans cette unité. Paf, vous allez les tuer, admettons. Ensuite, votre adversaire, s'il souhaite utiliser son stratagème de contre-offensive, il peut, hein, mais pas sur cette unité qui est engagée avec le Death Sleeper. C'est pas possible. Donc du coup, ensuite, c'est à vous. Vu que vous avez chargé, vous avez Fight First, vous allez activer le Death Sleeper et vous allez le tabasser. Pareil, il peut, quand vous allez l'activer pour taper, vu que vous êtes dégâts 2, admettons qu'il a un stratagème pour cette unité, comme, je sais pas, par exemple, les Terminator Thousand Suns, hein, ou pour X raison, en tout cas des stratagèmes qui font potentiellement moins 1 dégât, moins 1 pour blesser, ou même simplement contre les Custodes, il dit, bah non, je transhumane. Bah non, tu peux pas. Tu peux pas utiliser de stratagème pour ton unité. Et donc là, clairement, on voit en termes de méta, contre les Custodes, le Death Sleeper n'est pas si ridicule en fait. Il a vraiment une capacité offensive qui est très intéressante. Vous avez 7 attaques. On va simuler par exemple contre des gardes, hein, contre des gardes custo. Vous avez 7 attaques. Ok, vous touchez à 2+. Il touche. Bon, tant mieux. Peu de chance. En stat, normalement, on perd un dé. Vous êtes force 7, il est endurance 5, vous allez blesser sur 3+. Et non, tu peux pas utiliser de transhumane pour ton unité. Et non, tu peux pas m'empêcher certaines rerolls. Admettons, si vous jouez Léviathan, vous avez fait un 1, vous pouvez relancer le dé, parce que vous avez le droit de relancer un jet pour toucher. Donc là, non, non, il n'y a pas d'anti-reroll. Donc hop, vous blessez sur 3+. Lui, bon, bah vous êtes PA-3, donc un vu à 4. Il en rate 2, bon, c'est stat, vous tuez un garde. Bah voilà, vous voyez un peu tout le cheminement que vous pouvez faire, en fait, rien qu'avec un Death Sleeper. Donc, on voit très bien qu'avec Fear of the Unseen, le Death Sleeper peut être intéressant. Vraiment. Ensuite, il a le Hidden Hunter, donc ça c'est la même règle que le Lictor au niveau des FEP. Donc vous arrivez à 6 pouces de toute figurine ennemie quand vous êtes entièrement dans votre zone de déploiement, ou à 6 pouces d'un terrain, mais en étant à 9 pouces de toute figurine ennemie. Voilà pour ce petit exemple. On retourne sur le codex. Sur la tier list. Donc, du coup, quoi qu'on va faire du Death Sleeper. Le Death Sleeper reste un personnage, donc il a une petite fragilité dans ce sens où, cas au secondaire assassinat, si votre adversaire potentiellement le prend. Alors après, sacrifier un personnage potentiellement, c'est peut-être pas dramatique, parce que ça fera que 3 points, hein. Le Death Sleeper ne sera pas votre seigneur de guerre. Le Death Sleeper, ouais, je pense que c'est un personnage qui est viable en fait. Parce qu'en réalité, empêcher... déjà, vous avez une invue à 4. Vous infligez un -1 pour être touché. Donc du coup, vous augmentez la difficulté de vous abattre. Vous avez quand même 7 points de vie, hein, endurance 5, 7 points de vie. Vous pouvez pas être ciblé, bon, si vous bénéficiez du couvert, mais en étant dans les décors, c'est assez simple de bénéficier du couvert. Vous pouvez pas être ciblé à 12 pouces, enfin à plus de 12 pouces. Vous avez une invie à 4, donc ça c'est très très bien. Les unités ennemies à 6 pouces de vous ne peuvent pas faire d'action, bon ça c'est assez anecdotique. Vous allez fight first dans tous les cas au corps à corps. Vous empêchez l'adversaire d'utiliser des stratagèmes contre sur une unité qui est engagée contre le Death Sleeper. Ouais, là vraiment, on a un petit personnage qui peut casser les couilles et être assez létal. Donc je pense que tier 2, c'est pas le surestimer, mais il sera pas vraiment au début du tier 2. Hein. Je pense qu'on le retrouvera surtout vers la fin du tier 2.
Et donc on allait passer à mon bébé, le Malceptor. Ah, le Malceptor. Alors, déjà en termes de profil, je disais endurance 8, 15 points de vie, sauvegarde à 3+, invulnérable à 4+, parce qu'il a psychique barrière qui donne l'invulnérable à 4+. Il a l'encéphalique diffusion qui est une action psychique de charge Warp 6, et lorsqu'elle est réussie, toutes les unités de votre flotte, pas seulement les unités bases, hein, toutes les unités de votre flotte, lorsqu'elles vont se faire tirer dessus et qu'elles sont à 6 pouces du Malceptor, vous allez retrancher 1 à la caractéristique de force de l'attaque à distance. Ça veut dire quoi? Dans ma liste, je vais revenir sur Tabletop Simulator. Dans ma liste, alors ça, on le supprime. Je vais donner ma liste à titre d'exemple pour que vous compreniez bien l'intérêt de cette action psychique. Alors autant contre la liste Necron que j'ai affrontée lundi matin, ça servait pas à grand chose. Autant là, alors je prends l'exemple du Toxicrine, de ça, potentiellement des guerriers tyrannides, peut-être bien aussi. Hop, on va faire un déploiement à l'arrache. Hop, tac, tac, allez les guerriers, hop, comme as. Non, tiens, tac, comme ça, on va dire. Enfin, un déploiement, ils ont bougé, patati patata. Donc voilà, vous faites l'action psy avec votre Malceptor, et du coup, toutes les unités à 6 pouces vont subir -1 en force sur les armes. Alors quand on s'intéresse aux guerriers tyrannides qui ont endurance 5, en fait, tout ce qui va être bolter lourd, en fait, toutes les armes de force 5 vont commencer à les blesser sur du 5+, parce que vu qu'ils sont endurance 5, la force que vous allez subir, elle est de -1, bah force 5, force 4. Donc contre les unités de guerriers tyrannides, ça peut être intéressant. Mais c'est un peu plus flagrant avec les Carnifex, qui sont endurance 7. Sachant que souvent en anti-char, dans le côté Imperium, on va jouer sur des multifuseurs, ou en tout cas dans les autres armées sur des armes équivalentes, donc de force 8, bah faire -1 en force, ça ne blesse plus sur 3+, vos Carnifex, mais sur du 4+. Inversement, tout ce qui va être arme de force 7, type autocanon, plasma, bah s'il ne surcharge pas pour atteindre cette force 8, à force 7 -1, force 6, blesse sur 5+, là on se rend compte que c'est assez fort. D'un autre côté, lui, le Malceptor a endurance 8, donc ça veut dire que toutes les armes 8 à force 8 vont le blesser sur 5+. Et les armes à force 9 type canon laser, canon venin, même dans le match-up miroir, bah vont passer force 8 et le blesser sur 4+. Donc on voit quand même que son action psychique, elle n'est pas broken, mais elle est très utilitaire pour augmenter en fait la résilience globale de votre armée. D'un autre côté, il est créature synapse, donc ça veut dire qu'il va pouvoir constituer vos relais psychiques. Il va propager justement les impératives, et c'est un bon psycheur parce qu'il lance quand même 2 pouvoirs psychiques par tour. Et il vous donne une impérative qui est assez combo. L'impérative, je vais vous la lire. Malceptor. Donc lorsque vous lancez l'impérative du Malceptor qui est le Psychic Oversight, quand une unité performe une action, elle peut faire des attaques à distance sans faire rater l'action. Une unité peut performer une action, même si elle est advance ou battue en retraite. Ça peut, déjà, ces deux choses-là peuvent débloquer pas mal de situations dans vos parties. Et la troisième, c'est si cette unité a le mot-clé Psyker, donc si l'unité qui bénéficie de l'impératif du Malceptor a le mot-clé Psyker, alors elle peut réaliser une action psychique. Performing a psychic action does not prevent it from manifesting power psychique. Voilà. Donc le fait de manifester une action psychique ne vous empêche pas de pouvoir lancer des pouvoirs psychiques derrière. Et donc ça tombe bien, parce que notre petit Malceptor, je vais retourner sur notre tier list, et bien ça tombe bien, parce que notre Malceptor, déjà, il a le mot-clé Psyker. Donc ça veut dire qu'avec sa propre impérative, il va pouvoir faire des actions psychiques et des pouvoirs psychiques. Et donc ce qu'on va chercher à faire avec lui, parce qu'il a une autre dernière règle, fort intéressante, c'est la surcharge psychique. À chaque fois que la figurine réussit à manifester un pouvoir psychique ou à compléter une action psychique, si le résultat du test psychique fait 7 ou plus, après avoir résolu ce pouvoir psychique, l'unité ennemie la plus proche, à 12 pouces, souffre d'un nombre de blessures mortelles en fonction du tableau suivant. Et donc le tableau suivant vous permet, si vous avez 8 points de vie ou plus restants, d'infliger 3 mortels. Si vous êtes entre 5 et 7 points de vie, 2 mortels, et entre 1 et 4, une seule mortelle. Et donc on se rend compte que du coup, on va pouvoir lancer et l'action psychique pour faire -1 en force aux armes qui vont tirer sur les unités à 6 pouces du Malceptor. En plus, si l'adversaire s'approche trop près, vous allez pouvoir infliger
3 mortels flat à chaque action psychique et ou pouvoir psychique, et qu'en plus, lorsque vous aurez, alors soit c'est action psychique ou pouvoir psychique, mais on va voir que lorsque vous aurez donc votre impérative actif, vous allez pouvoir et faire l'action et le pouvoir psychique. Donc ça veut dire que potentiellement, à minima, vous pouvez infliger 2 fois vos 3 blessures mortelles si vous lancez 2 pouvoirs psychiques, dont un smite, ce qui connaît 2 pouvoirs psychiques de votre discipline et le smite. Et on a un stratagème en tyrannide qui, pour un PC, permet à une unité psychique de lancer un pouvoir supplémentaire. Donc, si on fait 3 pouvoirs par tour avec le Malceptor, potentiellement on inflige 3 fois les 3 mortels à une unité ennemie la plus proche, à 12 pouces. Vu que le tableau des mortels que l'on inflige de cette manière est sujet à la considération des points de vie restants, eh bien, on commence à avoir une combo qui se prépare. Déjà, je vous rappelle qu'on a parlé du neurotrope et son warp siphon qui permet à une unité psychique de lancer ses pouvoirs ou ses actions psychiques, de faire ses tests psychiques, pardon, avec un dé supplémentaire. Et vous retirez, une fois que vous avez lancé vos 3D, vous retirez un des 3D. Donc souvent le plus faible. Ce qui veut dire que la difficulté du test psychique à 7 ou plus va être assez simple à passer. De plus, dans les améliorations, dans les adaptations physiologiques, on en a une qui s'appelle Enragé de réserve. Donc ok, ça augmente quand même de 25 points le coût de votre Malceptor, donc qui passe à 195 points, donc ça reste assez cher tout de même. Mais lorsque vous allez déterminer le profil utilisé, vous allez pouvoir doubler ses points de vie restants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour savoir si vous allez infliger vos 3 mortels en réussissant une action psychique ou un test psychique à 7 ou plus, vous allez prendre vos PV restants. Donc si par exemple il vous reste 5 points de vie, vous allez doubler. Vous serez considéré comme ayant 10 points de vie. Et en fait, sur le tableau, pour déterminer votre surcharge psychique, vu que vous infligez vos 3 mortels à partir de 8 PV ou plus, vu que vous êtes considéré comme ayant 10 PV, alors que vous n'en avez que 5, vous infligerez 3 mortels. Alors que normalement, si vous avez 5 points de vie, c'est 2 mortels. Donc en fait, ça veut dire que grâce à cette petite option de base, cette petite adaptation physiologique sur votre Malceptor, parce que vous pouvez la faire, hein, c'est pas un personnage, il est monstre, donc c'est bon, ça marche. Vous allez doubler ses PV et vous allez rester sur le palier des 3 blessures mortelles très longtemps. Le seul moment où vous allez perdre vos 3 blessures mortelles, c'est lorsque vous allez descendre à 3 points de vie restants. Dans ce cas-là, vous serez compté comme en ayant 6, et du coup, vous serez à 2 blessures mortelles et non plus 3. Mais c'est pas rien. L'adaptation physiologique, en plus de doubler vos points de vie restants, vous permet aussi une petite option. C'est une fois durant la bataille, vous allez pouvoir utiliser un stratagème Epic Deed Tyrannide gratuitement. Vous allez pouvoir le faire qu'une fois. Et oh, comme c'est bizarre, Power of the Hive Mind pour un PC qui vous permet de lancer un pouvoir psychique additionnel, c'est un Epic Deed. Donc ça veut dire qu'au tour 1, dès le tour 1, vous pouvez utiliser cette capacité pour 0 PC, du coup lancer un 3e pouvoir. Du coup, vous allez à minima infliger 9 blessures mortelles en 3x3 via votre surcharge mentale. Enfin, votre surcharge psychique, pardon. Donc si on résume, ça vous fait quand même une unité endurance 8. Via votre action psychique, si vous avez l'impérative du Malceptor, vous faites -1 aux forces des armes qui vont vous tirer dessus, ou aux unités à 6 pouces. Si vous ne faites pas cette action psychique, vous pouvez quand même lancer 2 pouvoirs psychiques, un 3e grâce au Power of the Mind, au stratagème. Donc, je sais pas, on peut imaginer Smite, Psychic Scream qui inflige aussi un des 3 mortels, et le Neuroparasite qui inflige aussi des mortels en lançant un dé par figurine dans l'unité que vous ciblez, et si vous faites un résultat qui est supérieur à sa caractéristique d'endurance, vous infligez une mortelle. On se rend compte que Smite, vous allez pouvoir infliger des 3 mortels, donc une moyenne de 2. Psychic Scream, c'est pareil, c'est des 3 mortels, donc une moyenne de 2. On va dire une mortelle, parce que peu importe l'unité que vous allez choisir, mais le neuroparasite, on va dire que vous faites une mortelle dans le pire des cas. On voit déjà que vous avez fait 5 mortels, plus les 9 que vous infligez via votre surcharge, vous commencez à être à 14 mortels par tour. Si en plus vous faites comme moi, vous jouez en Léviathan, et vous utilisez avec votre neurotrope le pouvoir Léviathan sur le Malceptor en lui disant « Pour toi, je te donne ta propre impérative doctrinaire », du coup, je peux faire mon action psychique et 2 pouvoirs pour mettre des mortels. Et si vous prenez interrogation mortale, vous pouvez faire l'interrogation mentale et 2 pouvoirs psychiques derrière, sans souci, etc., etc. Donc on se rend compte quand même que le Malceptor,
en plus d'être assez tanky, il inflige beaucoup de mortels. C'est une créature synapse, donc il va pouvoir propager, enfin en tout cas il va participer, on va dire, à l'effort de guerre pour le contrôle synaptique, la création de votre relais synaptique, sans aucun souci. Seul bémol, il bouge que de 8, c'est assez lent, mais vous pouvez le faire advance et lancer ses pouvoirs psychiques sans souci. Donc vous pouvez faire une moyenne de 9 à 14 pouces, donc ça reste intéressant. En fonction de la flotte ruche que vous allez utiliser, bon, vous allez pouvoir être ralenti par les terrains difficiles, mais en fonction de la flotte ruche que vous utilisez, vous allez pouvoir chercher dans le tableau de biomorphologie, donc d'hyperadaptation, si vous avez accès au feed, au tableau feed, tout en bas, vous changez votre hyperadaptation par Unstoppable Swarm. Dans ce cas-là, vous ne serez plus sujet à la pénalité de mouvement due au terrain difficile, parce que vous allez ignorer tous les modificateurs, tout ou en partie des modificateurs de votre caractéristique de mouvement, de votre jet d'advance ou de votre jet de charge. Donc déjà de base, de manière générale, ça va impacter toute votre armée et en plus ça ne va pas ralentir votre Malceptor qui de base se déplace pas si vite que ça, mais 8 pouces ça reste quand même correct, hein, surtout si de toute manière vous n'avez pas d'arme de tir, donc vous allez passer votre temps à advance. Et derrière, sur un gros cul comme le Malceptor, vous avez rendu 8, invulnérable à 4, si vous lui mettez le catalyseur pour avoir la Feel No Pain à 5+, vous commencez à avoir un monstre assez imbutable. Derrière, vous avez le stratagème pour rendre un des 3 points de vie à une unité monstre. Alors ok, ça fait beaucoup de ressources investies sur un Malceptor, mais en termes de létalité, il déconne pas trop. Si l'adversaire en plus vient le chercher au corps à corps, il peut quand même envoyer 6 attaques de force 7, PA-3, dégâts 2, ou 3 attaques de force 10. C'est comment déjà? C'est force 10, Malceptor. Force 10, PA-4, dégâts 2d3. C'est pas ridicule. Bon, c'est pas une machine à tuer, hein, mais c'est pas ridicule. Et n'oubliez pas aussi que vos pouvoirs psychiques, vous pouvez les faire, même si vous êtes à portée d'engagement. Donc, il cumule beaucoup de ressources, ça vaut quand même 195 points, c'est cher, mais vraiment, surtout si vous le jouez en Léviathan, en plus vu que vous êtes Synapse, vous allez être Transhuman 4+, tout le temps. Donc même si l'adversaire a des méga armes, genre c'était les menhirs du joueur Necron qui est force genre 12, qui est censé vous blesser sur du 3+, enfin je sais pas si c'est force 12 ou plus, mais en gros normalement ça vous blesse sur 3 ou 2+, là vous allez lui dire non, tu me blesses sur 4+. Donc on se rend compte quand même, il peut être jouable dans beaucoup de flottes ruches différents. Je le trouve c'est insane en Léviathan, parce que vous cumulez le pouvoir Léviathan pour aller chercher votre doctrine impérative, ou alors dans les autres ruches, vous n'allez pas utiliser votre action psychique, mais vous allez utiliser le smite et 2 pouvoirs psychiques offensifs, comme ça vous gardez un peu la même mécanique, sauf que vous ne profiterez pas de votre action psychique, sauf lorsque vous invoquerez l'impérative du Malceptor. Et surtout combiner, il faut absolument le combiner avec un neurotrope. Si vous ne jouez pas le neurotrope, ça ne sert à rien. Ça sert à rien de jouer un Malceptor. Parce que clairement, pour pouvoir infliger facilement vos 3 blessures mortelles, vous êtes obligé de jouer un neurotrope pour son Warp Siphon. Et même si vous ne donnez pas le trait de seigneur de guerre à votre neurotrope, forcément le dé supplémentaire, vous devez le donner au Malceptor. Donc, le gros bémol du Malceptor, c'est qu'il vous oblige à investir dans certaines options. L'adaptation physiologique, pour doubler vos points de vie, pour déterminer votre barre de profil. Vous devez avoir un neurotrope pour lui donner un dé supplémentaire pour lancer les pouvoirs psychiques avec. Donc ça demande quand même pas mal de ressources, en réalité. Parce que le neurotrope, il coûte 100 points, votre Malceptor coûte 195 points avec l'adaptation, donc vous êtes quand même sur une synergie à 300 points. C'est pas rien. Donc attention. Donc, pour moi, le Malceptor se trouve vers le début du tiers 2, avant ou après les gargouilles, voire à la fin du tiers 1. Parce que c'est clairement pas une unité, je pense qu'on auto-inclut. Elle a des failles, mais elle a une capacité létale qui est assez folle. On peut faire les tests, hein. On peut simuler sur Tabletop Simulator. Vous avez 3D pour faire vos pouvoirs psychiques. Hop, je retire le plus bas, je fais 8. J'inflige 3 BM, je relance un deuxième pouvoir psy. Là, voilà, hop, je fais 8. Ça passe. Parce que c'est pareil. Pour infliger les 3 blessures mortelles, par exemple, je fais 8. L'adversaire a un psycheur. Il dit, ok, écoute, je vais essayer de te deny. Je fais 8, bon, il rate. Admettons, il aurait fait 9. Il deny mon smite. Ok. Mais j'ai quand même réussi à faire mon test psychique à 7 ou plus. Il n'y a pas marqué comme quoi je ne les inflige pas, mes 3 blessures mortelles via ma surcharge psychique.
Il n'y a pas écrit que je ne les inflige pas quand je me fais deny ou autre. Il y a juste marqué, à chaque fois que vous manifestez avec succès ou que vous complétez une action psychique, en ayant un résultat de 7 ou plus, vous résolvez donc votre pouvoir psychique. Enfin, c'est après avoir résolu votre pouvoir psychique, vous infligez vos 3 mortels. Donc en fait, même si vous faites deny... Ah non, quoique. Si vous faites deny, si ça se trouve, ça ne marche pas, parce que c'est après avoir résolu votre pouvoir psychique. Faudrait que je pose la question. Je pense que là, il y a une petite faille aussi. Votre adversaire vous deny. Donc c'est pour ça. Pour éviter le deny, il vous faut absolument un neurotrope pour lancer vos pouvoirs psychiques avec 3D. Là, voilà, 10. Pour aller chercher le deny à 11, faut y aller. Et d'autant plus si en plus vous lancez l'impérative et encore. Ah non, c'est pas un personnage, donc vous pouvez pas lui mettre de relique. Parce que sinon, on serait allé chercher la barbe de résonance pour avoir plus 1. Mais si jamais vous êtes sous impérative, si toute l'armée est sous impérative neurotrope, vous avez plus 1 pour lancer vos pouvoirs psy. Et là, ça commence à être très difficile de vous deny. Donc je pense que si vous faites abjurer, là, en relisant précisément la règle, c'est possible que vous n'infligiez pas vos 3 blessures mortelles. Faut surtout que l'impératif est vraiment bon, ouais. Alors, donc c'est pour ça, attention, le Malceptor, je le trouve vraiment excellent. Il a quand même des failles, faut pas exagérer, hein. Il coûte assez cher, vous êtes obligé d'avoir un neurotrope pour le fiabiliser. Vous n'êtes pas forcément obligé de jouer Léviathan, mais vous le rendez flexible en jouant Léviathan pour vous permettre des actions psychiques avec. Donc voilà, ça vous demande quand même un certain matériel. Donc on va peut-être pas le mettre tier 1 pour le moment, et on verra ensuite avec... On verra ensuite, on va peut-être pas le mettre tier 1, mais je le mettrai bien à un bon début tier 2. Parce qu'il a des capacités de scoring, parce qu'il est psycheur, donc vous pouvez faire de l'interrogation mentale. Vous avez un gros volume de létalité en mortel, et des fois, contre certaines armées, bah, c'est ce qui manque, c'est d'avoir des sources de mortel pour pouvoir avoir un gros avantage sur la partie. Il a de la résilience en du 8, invulnérable à 4+. En phase de psychique, vous pouvez lui mettre une Feel No Pain via le catalyseur. Via un stratagème, vous pouvez lui rendre un des 3 points de vie. Enfin, voilà, en cumulant tout ça, on se rend compte que il est résilient, il est létal, il peut scorer. Bah écoutez, on valide les trois conditions pour faire partie du top des unités d'un codex. Donc c'est pour ça, je pense qu'il est vraiment... Je pense qu'il frôle le tier 1, parce que le tier 1, c'est quasiment les autos inclus hein, dans les listes. Il frôle le tier 1 à cause de ses désavantages. Si jamais il est deny, il coûte cher, vous êtes obligé de lui mettre une adaptation physiologique, ça vous prend des points, vous êtes obligé d'avoir un neurotrope, donc c'est 295 points dans votre liste. Bon, même si le neurotrope, on l'a mis tier 1, donc en auto inclus, hein, donc à voir. En tout cas, voilà. Et il peut vous aider aussi en phase psychique adverse à deny des pouvoirs psychiques. De toute façon, c'est un psychique. Le pyrovore. Alors, le pyrovore, il ressemble à quoi? Parce qu'autant ça, c'est le biovore. Le pyrovore, c'est peut-être lui. Non, ou c'est ça le biovore et c'est ça le pyrovore. Regardez sur le site de Games la différence entre les deux. Alors, pyrovore ou biovore? Ça, c'est un biovore, ça, c'est un pyrovore. Ok, le pyrovore, c'est le gros zizi nervuré. Ok. Ça, c'est le long zizi nervuré. Et le biovore, c'est le petit kiki robuste. Alors, hop, je reprends mon codex. Touk. Voilà. Alors, le pyrovore. Mouvement 5, force 5, endurance 5, 5 points de vie, attaque 3. Ouais. Bon, touche à 3+, attaque 3. Il a quoi comme arme de cac? Ah, il a une arme à force plus 1, PA- 3, dégâts 1. Il a Acid Maw, donc il est sujet au stratagème. Je vais juste me relire le stratagème Acid Maw. Je crois que c'est vers la fin. Alors, acidique torrent, c'est ça. Il peut infliger des... Alors, durant la phase de combat, quand une unité de votre armée contient une figurine Acid Maw, sélectionnée pour combattre, sélectionnez une unité ennemie à portée d'engagement de cette unité. Pour chaque Acid Maw infanterie, enfin figurine infanterie Acid Maw dans l'unité qui est à portée d'engagement d'une unité ennemie, lancez un D6 ou 3 D6. Cette unité a le mot-clé monstre sur un 3+. Pour chaque 3+, vous infligez une blessure mortelle jusqu'à un maximum de 6 blessures mortelles. Ok, il n'y a pas autre chose avec l'acid Maw. L'autre c'est acid blood. Il est peut-être acid blood. Donc quand vous perdez un point de vie, vous lancez un dé pour chaque PV perdu contre des attaques de mêlée. Sur un 4+, vous infligez une mortelle jusqu'à un maximum de 6. C'est tout pareil. Alors du coup, le pyrovore, que peut-il faire d'autre?
Pyrovore, il est Acid Blood, donc du coup il est sujet aux 2. Ok. Volatile, à chaque fois qu'une figurine de cette unité est détruite, lancez un D6 avant de le retirer. Sur un 6, elle explose et inflige une blessure mortelle à 3 pouces. Ok. Ok, ok. Sinon, son arme, ça peut être une arme, donc elle a deux profils, soit elle tire à 12, soit à 18. À 12 pouces, c'est un D6 touche. Force 6, PA-2, dégâts 2. Ça touche auto. Et l'autre, c'est portée 18 pouces, donc assaut 2d6, force 4, PA-1, dégâts 1. Ah, c'est quand même des armes courtes. Hein. Blood Joining, ça c'est ok. Vous pouvez faire des unités de 1 à 3. Je trouve ça vraiment nul. Je trouve qu'on s'amuse beaucoup plus avec des biovores qu'avec des pyrovores. Je sais pas, je suis vraiment pas fan. Je pense qu'on s'amuse plus avec un Toxicrine qu'avec un pyrovore. Là, j'ai regardé un peu. Regarde s'il n'y a pas des stratagèmes dédiés au pyrovore quand même, et pour l'instant, je le mets trash tier. Hein. Là, je vois pas. Hein. Ok, on peut faire mumuse avec Acidic Torrent et Acid Blood, mais il faut être à portée d'engagement à chaque fois. Vu qu'il bouge de 5 pouces, il n'a pas vraiment de projection à lui tout seul. Je trouve pas que ce soit fifou. Hein. Toxicrine, non. Sportcaster. Est-ce qu'il est Sportcaster? Normalement, non. Ce serait le Biovore, le Portcaster. Ouais, non, 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 que dalle. Que dalle, que dalle. Euh, Endless Multitude, Burrower. Non, je crois pas qu'il y ait de trucs sympas. Hein. Ouais, je regarde, mais une idée que je connais pas très bien, donc pas fou, quoi. Non, ça m'a l'air bien nul. Hein. Non, mais bon, écoutez, hein, il faut bien des unités nulles. Je vais dire le Portcaster, parce que quand on sera au Biovore, peut-être que ça peut avoir un intérêt. Movement phase, when a Portcaster unit from your army is selected to remain stationary until the start of the command phase, add 6 pouces to the range of this unit aura ability. Ouais, enfin, c'est déjà 48 pouces d'aura ability chez le Biovore, alors rajouter 6 pouces, c'est pas fou, c'est vraiment pas fou. Ok, bah écoutez, sauf si vous avez dans le chat à exprimer certains besoins pour défendre le pyrovore, pour l'instant, je le mets bien trash tier à droite. Hein. La Ruspex. Alors, la Ruspex. Endurance 8, 15 points de vie, 5 attaques, sauvegarde à 2+. Il est équipé d'une petite arme de tir, donc c'est la Grasping Tongue, donc c'est sa langue, une langue de 12 pouces quand même, c'est pas rien. Assaut 1, force 6, PA-3, dégâts 3. Chaque fois qu'il sélectionne une cible pour cette arme, il peut ignorer le Lockout Sir, donc ça peut faire des blagues. Ça peut faire des blagues. Il touche à 3+, plein profil. Force 6, ouais, non, ça peut faire des blagues. Il a en arme de corps à corps la Ravenous Maw et la Shoveling Claw. La Shoveling Claw, c'est force x2, donc il est force 7, donc ça fait force 14, PA-3, dégâts D3 plus 3. Donc 5 attaques, c'est pas mal. Et sa deuxième arme, le Ravenous Maw, elle est assez intéressante. Elle est force utilisateur, donc force 7, PA-1, dégâts 2. La PA-1 est un peu fragile, c'est pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Et autrefois en V8, en fait, au lieu de faire une attaque avec cette arme, vous faisiez D3 attaques. Donc avec son profil là, par exemple, de 5 attaques, il aurait fait 5 D3 attaques. Mais en V9, grosse amélioration. Il passe de D3 par attaque à 3 attaques. Alors, en gros, à 3 jets de touche par attaque. Donc en gros, vous multipliez par 3 son nombre d'attaques. Donc il peut faire 15 attaques de force 7, PA-2, dégâts 2. Au niveau de ses capacités, il se régénère à chaque fois qu'une figurine ennemie est détruite par le résultat d'une attaque de la Ruspex, vous regagnez 1 point de vie perdu jusqu'à un maximum de 3. Très intéressant. Il a une capacité d'aura qui fait -2 au commandement des figurines ennemies à 6 pouces. Ouais, pourquoi pas, c'est pas broken. Et il peut exploser. Alors, c'est un monstre qui est non personnage. Il vaut combien de points, la Ruspex Il vaut 170 points. Donc autant de points qu'un Malceptor. Ok, il est efficace au corps à corps. Mais il n'a pas d'invulnérable. Il a quand même une sauvegarde à 2+. Mais il n'a pas d'invulnérable. Ça peut être problématique contre des PA-4 ou autre. Vu qu'il a une endurance de 8, il va être la cible des armes lourdes. Et souvent, les armes lourdes vont avoir PA-3, -4, si ce n'est pas plus. Donc du coup, je pense que si vous jouez la Ruspex, la première adaptation physiologique à lui apporter, c'est le Dermic Symbiosis, donc l'invulnérable à 4+. Clairement, je vois que ça, parce que sinon, je vois pas l'intérêt, un autre intérêt particulier dessus. Vous pouvez le mettre Synapse, mais sans invulnérable, c'est pas terrible. Sauf si vous jouez Léviathan et vous faites l'impératif zoanthrope dessus.
Comme ça, il a tout le temps invulnérable à 4+, et vous pouvez lui mettre le synapse. Non, vous n'êtes pas obligé de le mettre synapse pour ça. Vous pourrez lui mettre autre chose. L'invie à... Non, bah non, vous allez... Ouais, non, mais je vois que l'invie à 4 dans les physiologies. J'ai pas regardé ses mots-clés. Il a Hornet Chitin, ok. Acid Blood, donc vous pouvez infliger des BM sur 4+, pour chaque PV que vous perdez en phase de mêlée. Ouais, c'est à peu près tout, hein. La Hornet Chitin, c'est quand vous chargez pour un PC sur 2+, vous allez infliger D3 plus 3 BM. Ça peut être bien. Mais il a un vrai problème sur sa PA-1. Autant en V8, on pouvait lui mettre la taille monstrueuse qui lui donnait plus en force, plus 1 la PA, plus 1 dégât. Donc on passait quand même sur force 8, PA-2, dégâts 3. Et là, c'est intéressant. Là, même si on triple automatiquement ses attaques, la PA-1 est assez rédhibitoire, je trouve. Elle est vraiment problématique. Vraiment. Parce que, ok, on lui paierait l'invulnérable à 4+, on pourrait lui mettre une Feel No Pain derrière, donc qu'il soit assez tanky. Mais vraiment, cette PA-1, elle emmerde pas mal. Elle est assez chiante. Dans quel... en Behemoth, il pourrait être intéressant, parce que du coup, quand il charge, il a plus 1 en force, donc il atteint le palier de force 8, qui n'est pas du tout ridicule. Et le pouvoir psychique lui permet d'avoir un +1 pour blesser. En Kraken... en Kraken, il peut être bien. Si vous jouez Kraken, il peut être intéressant parce qu'à chaque fois qu'une unité avec cette adaptation combat, et si elle a fait un mouvement de charge, alors jusqu'à la fin du combat, enfin jusqu'à ce que le combat soit résolu, à chaque fois que la figurine fera des attaques, vous améliorez la pénétration de 1. Donc du coup, là, vous passez sur une PA-2. Donc ça devient un peu plus intéressant. Vous restez force 7. Bon, Kraken, vous pouvez reroll votre charge. Léviathan, je pense pas que ce soit le plus adapté. Le Gorgon, pas du tout. Le Jormungandr, ouais, sans plus. Le Chronos, pas du tout. Et l'Hydra, melee attack, adaptation avec melee attack, contain fewer models at its own. Un to attack it roll, ouais, ça peut être sympa, mais vos monstres comptent comme 5 modèles, donc bof. Ah, bof, bof, bof. Non, bah oui, en Behemoth ou en Kraken, c'est là où il est le plus intéressant. Kraken pour avoir sa PA-2, Behemoth pour avoir sa force 8 et le plus 1 pour blesser via le pouvoir psychique. Franchement, c'est les deux flottes ruches qui me semblent les plus intéressantes. Le Léviathan, pas tant que ça. Sauf si vous voulez pas payer l'option de l'invulnérable à 4+. Donc l'Aruspex, je le mettrai liste spécifique. Mais il frôle avec le tier 3 quand même. Je trouve moins intéressant. J'hésite entre liste spécifique, tier 3 ou vraiment... Bah non, pas trash tier parce qu'il peut être viable. Il peut être viable avec l'option... Bon, il monte quand même à 195 points. Il peut pas être tier 2 parce que le Malceptor, il est largement devant. Après, j'aime beaucoup la figurine d'Aruspex. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je le laisserai peut-être tier 3 à la fin. Il frôle avec le trash tier, mais il serait devant dans le trash tier, parce que bien plus intéressant que ce qu'on y a mis. Mais vu qu'il est plus intéressant que ce qu'on a mis en trash tier, je mettrai tier 3. Mais je le trouve moins intéressant que le Death Sleeper qui lui frôle avec... non, pardon, ça c'est le Lictor, il est là, le Death Sleeper, on l'a mis là. Ah, j'hésite avec liste spécifique. Ce qui peut être vraiment intéressant quand on Behemoth et Kraken. Est-ce qu'il apporte un impératif, la Ruspex? Je pense pas. Impératif, on a quoi? Trigon Prime, F-Tyran, Broodlord, Tyrannie de Warrior, Malceptor Vigon, Neurotrope, Zonotrope, Parasite de Mortrex. Donc non, il apporte même pas d'impératif. Pour l'instant, je le mets trash tier, parce que même si on le joue en Behemoth ou en Kraken, il est pas broken. Il est intéressant, vous devez lui payer l'option, il coûte quand même 195 points. Il va vous coûter des PC derrière pour le Acid Maw, enfin pas le Acid Maw, le Acid Blood. Je pense que trash tier, tout à gauche, pour l'instant, c'est pas mal. Bon, la suite. Après la Ruspex, on a quoi? On a le Venom Trop. Alors le Venom Trop, je l'ai relu ce matin, et on l'a comparé tout à l'heure au Toxicrine, on l'a trouvé bien meilleur. Le Venom Trop, il est où là-dedans? Venom Trop. Qui ils sont là. Venom Trop. Alors, les Venom Trop.
déjà en termes d'unités, c'est minimum des unités de 3. Il coûte 35 points de mémoire. Venom Trop, 35 points par figurine. Donc on est sur une unité de 70, 105 points. 105 points alors que ça coûtait 99 points, il me semble, en V8. Mais ils ont gagné déjà un mouvement de 8, alors qu'avant ils étaient à 5. Ils ont gagné plus en force, plus en endurance et plus un point de vie. Ils ont gagné 2 ou 3 attaques de plus et une meilleure sauvegarde à 4+. Ils donnent toujours -1 pour être touché. Alors là, vu que c'est forcément des unités de 3, avant en V8, vous pouvez en prendre qu'un seul. Dans ce cas-là, il donnait -1 pour être touché à toutes les unités non monstres. Et si vous en preniez 3, ça le faisait aux monstres. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est automatiquement une unité de 3. Mais même si au fur et à mesure que la partie avance, vous en perdez un ou deux, et ben vous fournissez quand même le -1 pour être touché aux monstres. Donc, quelque part, vous les payez un peu plus cher, ils sont un peu plus tanky, parce que endurance 5, force 4. Force 4. Endurance 5, 4 points de vie. -1 pour être touché à 6 pouces autour d'eux, contre les attaques à distance. Les monstres en bénéficient même si vous perdez quelques Venom Trop, donc c'est assez intéressant. Autre capacité, ils ont le Grasping Tendril. Donc ça marche pas contre les monstres et les véhicules, mais quand une unité à portée d'engagement cherche à battre en retraite, sur un 4+, vous l'empêchez de battre en retraite et à la place elle reste stationnaire. Et en plus vous avez quand même, ça c'est assez intéressant, le Toxic Miasma. C'est au début de la phase de combat, vous sélectionnez une unité ennemie à 3 pouces, donc c'est même pas à portée d'engagement, c'est à 3 pouces de vos Venom Trop. C'est même pas une capacité d'aura, donc si jamais vous affrontez un adversaire qui empêche les capacités d'aura, vous vous en foutez. Et sur un 3+, vous allez infliger une petite blessure mortelle, donc ça c'est anecdotique, mais des fois ça peut tuer une petite figurine contre les unités à 1 point de vie, genre les Space Marines du chaos, lol. Et en plus vous leur infligez un Fight Last. Parce que is not eligible to fight this phase until after all eligible units from your army have done so. Donc vous leur infligez un Fight Last. Et là, tout de suite, ça donne un peu plus d'intérêt au Venom Trop. Parce que du coup, vous pouvez ne pas être engagé à portée d'engagement d'unité ennemie, d'envoyer en fait vos autres unités, enfin les autres unités de votre armée au combat. Et si vos Venom Trop sont à 3 pouces, sachant que maintenant ils ont un mouvement 8, ce qui est correct comme mouvement, vu qu'ils n'ont pas d'armes de tir, bah, vous allez les faire advance de toute manière. Et bah du coup, sur un 3+, vous avez une chance de fight last l'unité adverse. Et ça, Fight Last, c'est ultra fort, parce que lorsque c'est votre tour et que vous chargez, si l'adversaire n'a pas de règle lui donnant Fight First, bah, son seul moyen de la gagner, c'est lorsque lui, il charge. Et vu que c'est votre tour, c'est vous qui allez charger, bah, vous avez une chance sur 3+, d'infliger Fight Last, et du coup, s'il est Fight Last, il tape forcément en dernier, et donc il ne peut même pas utiliser le stratagème contre-offensive. Parce que lorsqu'on est Fight Last, on ne peut pas utiliser ce stratagème. Il faut soit combattre normalement, ou combattre en premier, pour ça. Fight First, ou Fight Normally. Mine de rien, au corps à corps, bon, c'est pas non plus des tanches. Pourquoi? Parce que ils envoient quand même 5 attaques touchant à 3+, et du moment qu'ils ne ciblent ni un véhicule, ni une unité titanique, ils blessent forcément sur 2+. PA-1, dégâts 1. Bah, 3 Venom Trop, c'est 15 attaques. Sur 3+, bah, vous divisez par 3, enfin vous avez 1 dé sur 3 qui rate. Vous perdez un tiers, donc vous enlevez 5 attaques. Vous allez avoir 10 touches. Sur ces 10 touches, vous allez blesser sur 2+, donc vous allez avoir entre 1 et 2 ratés. On va dire, allez, dans le pire des cas, vous avez 2 ratés. Bah, vous faites 8 blessures à PA-1. Tout de même, c'est pas moche. Et si vous jouez plutôt safe, sans forcément les engager, bah voilà, sur 3+, vous pouvez mettre le Fight Last. Et si vous tombez sur une table où vous n'avez pas beaucoup de couverts denses, bah vous profitez d'un -1 pour être touché contre les tirs. Sachant que vous êtes à 105 points les 3 Venom Trop, le Malanthrope côté Forge World, donc même s'ils n'ont pas encore reçu officiellement l'évolution vers le codex Tyrannide V9, mais je parie qu'ils vont être modifiés pour pouvoir être intégrés aux listes Tyrannides, hein. Faut pas se leurrer. Lui, le Malanthrope est un QG, fait aussi -1 pour être touché, mais coûte 150 points. Donc ça veut dire que vous coûtez 45 points de plus qu'une unité de 3 Venom Trop. Sachant que le Venom Trop peut permettre d'empêcher de battre en retraite, et peut potentiellement infliger un Fight Last à 3 pouces.
Donc clairement, entre les deux, à l'heure actuelle, je préfère un Venomtrope. Surtout que l'autre capacité du Malanthrope, outre le fait d'être synapse, là où les Venomtropes ne sont pas synapses, le Malanthrope peut fournir potentiellement, sous certaines restrictions qui sont assez difficiles, une relance D1 pour blesser. Mais si vous jouez un Tyrannide Prime, vous avez déjà votre reroll D1 pour blesser, quelque part. Donc, si vous jouez un Tyrannide Prime, ne jouez pas de Malanthrope, jouez plutôt du Venomtrope. De plus, derrière, il a le mot-clé Sport, Sportcaster. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ses capacités d'aura augmentent de 6 pouces. Et ben, la seule aura qu'il a, c'est son aura qui fait -1 pour être touché, et donc vous pouvez augmenter à 12 pouces d'aura, sachant que c'est une unité de 3 figurines, hein, c'est chaque figurine de l'unité, du coup, qui pourra augmenter de 6 pouces. Et en fait, avec la cohésion de 2 pouces entre chaque figurine, bah, vous pouvez gratter, vous avez en fait une envergure pour faire profiter à votre armée d'un -1 pour être touché, assez énorme, tout en pouvant bouger. Il est Feeder Tendril, il a le Toxic Lashes, donc il est mot-clé base, donc vous pouvez lui apporter des buffs en fonction de la situation. Il a le mot-clé vol, donc il n'est pas gêné dans ses phases de mouvement par les ruines, etc. etc. Il n'est ni sujet au terrain difficile, vu qu'il a le mot-clé fly. Enfin, c'est une petite unité, elle paye pas de mine, peut intégrer certaines listes qui rechercheraient des -1 pour être touchés, ou empêcher l'adversaire de se désengager quand vous l'engagez avec des Venomtropes. Enfin voilà, vous avez vraiment différentes utilisations possibles avec le Venomtrope. Malheureusement, alors, ça reste une unité de 3 figurines, donc du coup vous pouvez faire du scoring, c'est-à-dire engager sur tous les fronts. Ils sont infantry, donc vous allez pouvoir faire des téléports Homer, etc., etc. Donc elle a quand même la notion de scoring. Elle n'est pas létale, elle est défensive, elle a une mobilité correcte sans être abusée. En termes de résilience, ça reste pas fou quand même, hein, parce qu'il n'y a pas d'invulnérable, elle a qu'une sauvegarde à 4+, donc elle se défend surtout via son -1 pour être touché au tir, ou via le Fight Last qu'elle inflige, mais c'est une unité qui ne va pas opérer de manière solo. C'est-à-dire c'est pas une unité indépendante qui va faire sa vie. Non, elle va rester au sein de votre armée, donc elle va quand même être difficile à aller chercher, et vu qu'elle n'a pas d'arme de tir, vous n'êtes pas obligé de l'envoyer au corps à corps, parce que bon... c'est une très bonne unité de saturation au corps à corps contre des unités légères. Elle a juste une PA -1, mais vous pouvez faire engager sur tous les fronts avec elle. Donc vous avez quand même une meilleure capacité de scoring avec vos Venomtropes qu'avec des Lictors, par exemple. Mais vu qu'elle ne va pas rentrer dans toutes les listes, que bon, bah 105 points, peut-être qu'on va préférer mettre une unité de gargouille à la place. Pour 80 points, il nous restera 25 points derrière pour potentiellement mettre une amélioration, une adaptation physiologique sur un Malceptor ou sur un Aruspex, par exemple. Donc du coup, je la mettrais plutôt tier 3, mais devant le Lictor. Parce que le Lictor, ok, il est très létal, mais il a moins de capacité à scorer. Les zoanthropes. Bon, les zoanthropes, quoi dire? Ils ont une impérative de malade, c'est l'invulnérable à 5 sur tout ce qui n'est pas monstre de votre armée et invulnérable à 4 sur tout ce qui est monstre. Et quand on voit la puissance des guerriers tyrannides, bientôt quand on y sera des carnifex, c'est énormissime. Pour moi, c'est un très beau tiers 1. Un très très beau tiers 1. En phase psychique, vous avez la capacité Warp Blast. Donc quand vous lancez des sorts comme le Smite ou des sorts, des pouvoirs psychiques qui ont le mot-clé Witchfire, vous allez ajouter 1 sur votre test psychique par figurine dans l'unité. C'est-à-dire que minimum c'est une unité de 3, c'est 50 points le zoanthrope, donc vous êtes à 150 points l'unité, mais de base, du coup, quand vous allez lancer des Witchfire ou des Smite, bah, vous allez avoir +3 sur votre test psychique. Et quand on sait qu'un smite critique c'est 11 ou plus, quand vous faites votre 8, si vous faites 8 en fait, bah, +3 vous êtes à 11. Ça veut dire que les smites critiques, vous les réussissez sur 8 ou plus, déjà de base. Si en plus derrière vous avez le Neurotrope qui va leur permettre d'avoir un dé supplémentaire pour lancer leur pouvoir psychique, bah vous avez de fortes chances de faire 8 en fait. 8 plus 3, 11, bah vous allez commencer à faire des smites critiques à indécis blessures mortelles. Mais c'est pas fini.
Pour chaque modèle dans votre unité, vous allez infliger une blessure mortelle supplémentaire, jusqu'à un maximum de 3. Donc ça veut dire que votre potentiel smite critique à 1d6 blessures mortelles, bah, ce sera du 1d6 plus 3. Et là, on commence à avoir un bon volume de blessures mortelles. Dans le cas où aussi vous ne jouez pas le Malceptor. Parce que pour l'instant, le Malceptor est supérieur aux zoanthropes. Les zoanthropes, en termes de caractéristiques, ils sont mouvement 6, ils sont plus mouvement 5. Ils sont force 5, endurance 5, 4 points de vie. Donc là, on a une belle amélioration. Bon, 2 petites attaques, commandement 9, sauvegarde 5+. Malheureusement, ils n'ont plus leur invulnérable à 3+. Ils sont sous invulnérable 4+. Mais avec le gain en points de vie et en endurance, c'est plutôt... ça reste très intéressant. Ils ont le Psyblood Coterie, donc vous pouvez prendre un neurotrope en no slot. Si jamais vous jouez en double patrouille pour économiser des slots de QG, vous pouvez potentiellement prendre votre neurotrope en no slot en fonction des besoins. Ils ne peuvent plus lancer 2 pouvoirs psychiques de manière native, ils peuvent en lancer qu'un, mais ils connaissent un pouvoir de la discipline des tyrannides et le smite. Donc, j'en ai parlé avec le Malceptor, mais si vous utilisez votre stratagème pour leur faire lancer un sort psychique supplémentaire, vous pouvez potentiellement leur donner le Psychic Scream, qui va infliger 1 des 3 blessures mortelles, plus... Vu que c'est un Witchfire, bah vous allez avoir vos +3 pour le lancer au test psychique, mais vous allez aussi avoir vos blessures mortelles supplémentaires par zoanthrope dans votre unité. Donc potentiellement, vous pouvez faire un smite critique à 1d6 plus 3 BM grâce au buff du neurotrope. Vous allez pouvoir avoir... vous allez avec un PC pouvoir lancer un autre pouvoir psychique, genre le Psychic Scream, qui va vous faire encore du 1d3 BM plus 3 mortels. Donc là, déjà, en moyenne, même si vous ne faites pas de smite critique, vous êtes sur 3 et 3, 6. Vu que c'est du D3 BM pour le smite et le cri psychique, bah vous êtes sur une moyenne de 2 BM, on va dire. Donc ça fait 4. 4 et 6, vous êtes quand même sur un volume de 10 blessures mortelles sur vos zoanthropes. Et donc, dans une liste où vous jouerez potentiellement un neurotrope, 3 zoanthropes, un Malceptor, vous mettez le trait de seigneur de guerre neurotrope qui vous permet de mettre son plus 1d6 au test psychique sur une unité, de le lancer 2 fois. Dans ce cas-là, vous le mettez une fois pour les zoanthropes, une fois pour le Malceptor. Et là, vous avez une moyenne de 20 blessures mortelles par tour. Vous voyez un peu à quel point on arrive à une génération de blessures mortelles potentielles assez insane du côté des tyrannides. Donc la phase de psychique n'est clairement pas à délaisser lorsque vous jouez tyrannide. Elle est importante. Tout va dépendre après de vos préférences. Moi, j'aime beaucoup le Malceptor, donc forcément dans ma liste, je joue neurotrope, zoanthrope, Malceptor. Et en avant, Guingamp sur le nombre de blessures mortelles. N'hésitez pas à regarder ma partie de lundi, qui est en rediffusion sur ma chaîne Twitch. Mais vous allez voir, alors, il s'avère que il a réussi à charger mes zoanthropes parce que je me suis très mal déployé avec eux. J'aurais dû les mettre bien plus en arrière. Pour sauvegarder cette source de blessures mortelles, mais clairement je serais passé sur le neurotrope qui donne un dé sur les zoanthropes, un dé sur le Malceptor, et vas-y que je vais te faire 20 blessures mortelles par tour. Alors peut-être pas 20 parce que vous allez faire 3 fois le pouvoir sur eux, sur le Malceptor, donc du coup vous êtes à 9, 10, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 13 avec smite et machin, donc 13, plus eux, vous allez faire 5 BM en plus, donc 13, ouais, vous êtes à 10, je serai à 18 blessures mortelles moyens par tour, avec ces 2 unités-là. Parce qu'en fait, le stratagème pour faire un pouvoir psychique supplémentaire, vous pouvez le faire qu'une fois par phase de psychique, donc c'est soit les neurotropes qui vont le lancer en plus, soit le Malceptor, et vous allez privilégier le Malceptor pour ces 3 BM. Sauf si vous voulez vraiment cibler les 3 BM sur une unité précise, ou dans ce cas-là, vous le ferez sur les zoanthropes. Parce que c'est aussi ça le problème du Malceptor. Parce que les 3 BM que vous envoyez, c'est l'unité la plus proche à 12 pouces. L'unité la plus proche. Donc c'est pas vous qui maîtrisez réellement l'endroit où va s'infliger vos 3 BM. Alors que le neurotrope, c'est 3 BM supplémentaires sur le pouvoir psychique. Ce qui est différent du Malceptor. Là, vous pouvez cibler précisément l'unité sur laquelle vous souhaitez faire votre cri psychique ou votre smite. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est déjà suffisant, je pense, sur les zoanthropes. Passons aux Genestealers. Les Stealers. C'est une grande déception dans ce codex. Alors déjà, bon, ils ont gardé leurs 4 attaques, ils sont PA-3, dégâts 1, bon ça, pas de souci. Déjà, ils ont perdu leur Advance et Charge. Il n'y a plus d'Advance et Charge avec vos Genestealers. C'est fini.
En plus, votre Swarmlord ne fait plus de double move, donc clairement, les Genestealers qui double move, advance et charge, ça n'existe plus. Et en plus, déjà, ça n'existe plus le double move, mais en plus, ça n'existe plus l'advance et charge avec les Genestealers Tyrannides. Alors que le codex du culte Genestealers leur donnait justement toujours, il me semble, l'advance et charge et l'invulnérable à 4+ en permanence, on pouvait se dire, waouh, ça va être super fort quand le codex Tyrannide va sortir. Que du coup, bah, on peut s'attendre aux mêmes Genestealers. Comme je dirais, que ne, pas du tout. Dans le codex Tyrannide, vous n'avez pas d'advance et charge, vous n'avez pas d'invulnérable à 4+ en permanence, vous avez une invulnérable à 5+ en permanence, mais une invulnérable à 4+ seulement contre les attaques de mêlée. Et quand on est rendu 4 un point de vie, et que votre sauvegarde d'armure de base est à 5+, bah vous allez souvent rester sur votre invulnérable à 5+. Hein. Aïe, 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 aïe. Bah, du coup, on se rend compte qu'on n'encaisse pas tant que ça par rapport aux Genestealers du culte et à ceux des Tyrannides. Alors après, on a toute une mécanique autour des nodes. Comment ils les appellent during deployment. Alors, si vous avez quand même l'infiltration, pour être joué avec un Broodlord, ça peut être pas mal. Voilà, vous pouvez les équiper d'une infestation node, donc ça va vous permettre de poser des marqueurs, de régénérer des figurines détruites, mais il faut être à 3 pouces du marqueur pour ça. En général, vous n'avez pas envie de rester dans la pampa avec vos Genestealers, vous avez envie de les envoyer au corps à corps pour balancer 4 voire 5 attaques via un stratagème de force 4, PA-3, dégâts 1. Et oui, non, là, c'est vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible. Vous n'avez pas envie de faire d'action avec eux, vous voulez juste les envoyer dans la tronche de votre adversaire. Donc clairement, pour moi, même un Aruspex, je pense que c'est plus intéressant quand même qu'un Toxicrine et qu'un Pyrovore. Peut-être moins intéressant qu'un Trigon Prime et qu'un Trigon. Donc clairement, ça part en trash tier. Même si vous pouvez jouer en B mode pour avoir le plus en force et donc du coup être force 5, PA-3, dégâts 1, vous n'avez pas d'advance et charge. Vous avez qu'une invue à 5+, donc vous êtes très fragile contre la saturation. Vous pouvez plus vous permettre en fait d'avoir l'initiative du combat avec vos Genestealers. Cette perte de l'advance et charge, autant perdre le double move, pourquoi pas. Et l'advance et charge, quand vous pouvez vous infiltrer, vous êtes à 9 plus une figurine ennemie, vous avez la chance d'avoir le premier tour, vous bougez de 8, bah vous avez une charge quasi automatique. Et même si le gars a mis un peu de distance avec contre vos Genestealers, vous pourriez advance et du coup vous réduiriez encore plus la distance de charge à parcourir. Mais non, vous avez perdu l'advance, donc à part faire 8 pouces, si votre adversaire joue assez malin, déjà lui aussi il aura des unités d'infanterie, enfin, des unités potentiellement d'infiltration pour vous interdire certains endroits du No Man's Land. Particulièrement aussi avec toutes les mécaniques de redéploiement, donc si jamais vous avez le tour 1 et que vous êtes assez agressif avec vos Genestealers via l'infiltration et leur mouvement 8, il suffit qu'ils se redéploient et ils peuvent vous mettre dans le vent. Clairement, pour moi, les Genestealers, c'est vraiment plus du tout ce qu'ils étaient. Là, on perd vraiment... Ils auraient au moins dû laisser l'advance et charge, quoi. Mais non. Mais non, mais non. Ah, mais ils sont même plus synapses en plus. Ah oui, non, mais ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. C'est-à-dire que quand vous avez des pertes, si vous n'êtes pas à côté d'une créature synapse, bah vous avez un commandement de 8. Hein. Donc en fonction des pertes que vous avez, vous pouvez rater votre test de co. Ouais, non, c'est plus possible. C'est plus possible. Ils avaient bien dans le codex V8, ils avaient le mot-clé synapse, non? Ou je me trompe? Non, là je suis dans la V9, V8. Codex V8. Tyrannide, codex Tyrannide. Hop. Genestealers. Ils avaient même commandement de 9 à l'époque. Euh, Ah non, 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 pardon, ils étaient pas synapses. Non, pardon, ils étaient pas synapses. Mais vous pouviez faire des unités de 20. Or, up to 15. Ah non, des unités de 15. Vous aviez un vue à 5 tout le temps. Là, vous avez. Donc, en fait, en vrai, par rapport. Vous aviez 4 attaques si vous. Instead of 3, si votre unité était de 10 ou plus. Voilà, vous avez l'attaque 4 de base. Ok. Par rapport à la V8, on va dire que vous avez quelques améliorations, entre guillemets. Et franchement, perdre le Swift and Deadly, l'Advance et Charge, c'est tellement... Je pense pas que j'ai d'autres choses à dire au sujet des Genestealers.
assez déçu.